Donc bonjour aux nouveaux arrivants et rebonjour à ceux qui étaient là tout à l'heure. On va continuer effectivement sur ce parcours IA, sur cet après-midi autour de l'IA. Alors c'est vrai que je ne me suis pas présenté, parce que j'ai tout de suite donné la parole à mon collègue Ulysse, parce que je sentais il voulait vraiment parler. Donc Jean-Christophe Marpeau, j'ai en charge le programme Captronic, c'est le petit logo qui est là, truc bleu là. Donc nous intervenons sur l'ensemble du territoire, en partenariat avec effectivement les CPM, avec GL Events, dans l'organisation effectivement de ce type de séminaire, mais aussi une activité aussi annexe d'accompagnement d'entreprise, de formation, et aussi d'accompagnement, de formation et de conseil auprès des entreprises. Alors quand j'appelle conseil, c'est surtout du diagnostic. C'est-à-dire qu'on a une mission presque de service public, qui est de préparer les entreprises aux prochaines directives cybersécurité. Sujet qui sera probablement abordé en fin de journée, notamment dans le cadre de la machine spéciale, puisqu'on abordera aussi cette problématique cybersécurité autour de la machine spéciale. Et donc, eh bien, avec nos amis de CPM et de GL Events, effectivement, on monte en fin de compte des sessions, des après-midi, un peu sur des sujets thématiques. Donc Rouen, c'était la cyber. Aujourd'hui, c'est de l'IA. Dans d'autres endroits, ça va être d'autres thématiques. Je ne sais pas encore, on est en train de travailler. Enfin voilà. Donc il y a un vrai travail qui est fait avec GL sur ces sujets-là, quand même extrêmement importants, avec des partenaires locaux. L'idée, c'est aussi de mettre en avant des partenaires locaux, donc des partenaires nationaux, mais locaux, notamment le CEATEC en MS, mais aussi des entreprises locales, mais qui ont un rayonnement national. C'est le cas d'Aprex, et c'est une chance de les avoir, puisque Aprex, c'est, en tout cas sur le territoire du Grand Est, peut-être une entreprise un petit peu pilote autour de l'IA et la vision. Donc peut-être que Romain nous parlera un peu de l'origine d'Aprex. Ceux qui me connaissent disent souvent que je parle très peu d'industrialisation. On a un exemple d'une start-up qui est passée de l'état de start-up à l'état de start-up industrielle. Il faut quand même le dire, il n'y en a pas beaucoup en France. On a la chance d'en avoir une ici. Bon, j'aurais été ma polémique ici. Mais voilà. Donc je te donne la parole. Et là, effectivement, on va aborder la question pourquoi et comment faire de l'IA, ou en tout cas pourquoi et comment converger, ou faire converger IA et vision. Je te donne la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, pour nous présenter, donc Romabo, je suis fondateur et dirigeant aujourd'hui d'Aprex Solutions. Et puis Pascal Lambert, notre responsable commercial sur le secteur Grand Est. Donc effectivement, Aprex, on a démarré avec... en fait, j'étais chercheur. Avant d'être entrepreneur et aujourd'hui dirigeant d'entreprise, j'ai un parcours d'ingénieur et de chercheur dans le domaine de la fusion nucléaire, qui est assez loin de la ligne de production, mais grosso modo, mon métier dans ce domaine-là, c'était de développer des instruments de mesure pour des applications de recherche. Donc développer des sondes, développer des tonnes d'instruments qui permettaient d'aller expliquer ce qui se passait dans les réacteurs à fusion. Et parmi ces instruments, il y avait l'analyse d'images avec des caméras ultra haute vitesse. Donc c'est des caméras qu'on ne croise pas forcément dans l'industrie, mais qui font grosso modo 1 million d'images par seconde de film. Donc là, on peut accélérer les machines, ça marche bien. Mais clairement, le temps réel, c'est pas l'objectif. Donc du coup, ces contraintes-là, ça amène énormément de volume de données à traiter, forcément. Il faut nécessairement automatiser l'analyse d'images, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur de l'algorithmie pour du traitement d'images, non pas parce que c'était mon objet d'étude, mais parce que j'en avais besoin pour faire mon boulot de chercheur. Et en 2017, avec Mickaël Dessecure, mon associé, qui était aussi lui chercheur, on a décidé de faire quelque chose de ces algorithmes, de faire quelque chose de ce travail de recherche. Et ce quelque chose, ça a donné donc Aprex Solutions, l'entreprise, et aujourd'hui AX Vision, qui est notre logiciel qui permet de faire du contrôle qualité sur ligne de production. Donc effectivement, nos premiers algorithmes, on ne parlait pas tant d'intelligence artificielle, on parlait de seuillage auto-adaptatif, etc. En tout cas, des algorithmes qui pouvaient prendre en compte ce qui se passait dans la vie réelle pour s'ajuster et puis permettre une forme d'adaptation sans qu'il y ait eu besoin de lui amener des références au départ. Et petit à petit, à partir effectivement de 2017-2018, on a
pu commencer à travailler avec des technologies d'intelligence artificielle, d'abord sur nos ordinateurs, pas sur les lignes de production de nos clients, parce que c'était des technologies qui étaient pas encore assez avancées, pas encore assez fiables, pas au standard de l'industriel. Et petit à petit, on a mis grosso modo 2 ans, 3 ans à pouvoir faire en sorte que ce soit compatible avec les attentes de la ligne de prod, qui sont des contraintes en termes de cadence et en termes d'exhaustivité et de fiabilité de contrôle. L'enjeu pour l'industriel, c'est d'avant tout de minimiser, donc d'écarter totalement les oublis de défauts, tout en minimisant les faux rebuts. Donc un gros travail pour faire en sorte que l'intelligence artificielle, qui est une technologie, on va dire, statistique, puisse aller au devant des attentes de l'industrie, qui est voilà, des erreurs à 99, enfin, un taux de réussite à 99,999, etc. Donc je passe effectivement. Donc Aprex Solutions, on est effectivement essentiellement basé à Nancy. On est une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui, un peu plus maintenant. Sur les dernières années, donc depuis notre création en 2017, on a effectivement mis en route une bonne centaine d'applications. Toutes ne sont pas en intelligence artificielle. Pour la simple et bonne raison que c'est pas toujours la solution la plus appropriée. Parmi notre positionnement et les choix technologiques qu'on a pu faire, c'est toujours d'être très vigilant sur le fait que la technologie qu'on propose à notre client, c'est pas celle qui nous intéresse le plus d'installer, c'est celle qui est la plus pertinente pour son application. Et donc quand on travaille sur notre technologie, sur nos outils de développement, on fait bien attention à pouvoir proposer des technologies différentes pour être certain de proposer celle qui est la plus appropriée. Donc une centaine d'applications livrées sur des secteurs extrêmement différents, et on travaille au-delà des applications de ligne de production, on va travailler énormément sur des applications assez innovantes. Voilà sur quoi on travaille. Vous avez les quelques images ici. L'objectif, c'est de prendre une pièce qui est produite d'une machine ou d'un process de production, et puis d'aller pouvoir détecter là-dessus des éléments qui sont soit un défaut en tant que tel, donc quelque chose qui ne devrait pas être présent sur l'objet, soit ça va pouvoir être inspecté l'objet en tant que tel, donc de la dimension, des cotes, une couleur, etc. Et donc c'est là où on a besoin d'une multitude de techniques et d'algorithmes différents pour aller chercher les éléments intéressants. On propose effectivement, l'essentiel de notre chiffre d'affaires est constitué de ce qu'on propose comme solution pour la ligne de production, mais on fait toujours très attention d'avoir une équipe R&D en interne qui nous permet toujours d'être au devant des technologies et de préparer l'avenir en quelque sorte. On l'a bien vu entre le moment où on a démarré et puis aujourd'hui, les techniques notamment d'intelligence artificielle, c'est vrai, ont énormément évolué, continuent beaucoup d'évoluer. Elles ont encore un certain nombre de désavantages qui, petit à petit, va être comblé, notamment le besoin en termes de données qualifiées, qui est aujourd'hui un enjeu important pour pouvoir faire de la qualité avec un haut niveau de fiabilité pour l'industrie. Donc on est toujours vigilant de travailler sur des technologies de rupture et toujours avec cette motivation de les porter sur le terrain. Donc je passe rapidement et puis pour finir nous présenter, mais on travaille vraiment de façon transverse, quelle que soit l'industrie. Alors bien sûr beaucoup l'automobile, beaucoup la forge, c'est vrai, on en discutera tout à l'heure avec Lizzie qui va nous rejoindre. Mais aussi la plasturgie, la cosmétique,
beaucoup l'agroalimentaire de plus en plus, notamment non pas sur de la détection de défauts, mais sur de l'analyse de composition chimique. C'est quelque chose qui se développe avec de nouveaux types de capteurs hyperspectraux qui ont la capacité vraiment d'analyser la matière. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes et qui offrent de nouvelles perspectives au-delà de l'intelligence artificielle. Et pour finir, voilà synthétiser ce qu'on peut proposer en termes d'analyse d'image, intelligence artificielle, etc. Donc mesures dimensionnelles, détection, localisation, les recherches d'anomalies, les tris, etc. Du guidage robot, que ce soit 2D ou 3D. Enfin bref, si vous souhaitez rentrer un peu plus dans le détail dans ce qu'on est en mesure de faire, je parle nous, mais aussi la technologie d'analyse d'image, je vous invite à venir sur notre stand, on pourra en discuter davantage. Jean-Christophe, je te rends la parole pour la suite. Ça marche. Non, tu peux continuer. La suite. Oui. Des questions? Non? Non, les questions, c'est pour le public. Déjà, est-ce que vous avez des questions à ce Eh bien, le public, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Est-ce que ça vous parle? Non? Pas vraiment? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette conférence? Les possibilités? Au sens large ou plutôt sur l'analyse d'image en particulier? Les deux. Vous avez des besoins en particulier sur l'analyse d'image? Ouais. Alors, ce qu'on peut, je vais refaire un point parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en fait pour l'analyse d'image il en existe de différentes sortes, de différents types, et il est important de pas les mélanger, de pas les confondre. Alors attendez, je vais passer de... Je vais revenir là-dessus. Yes. Donc en fait pour l'analyse d'image, aujourd'hui il existe deux grands types d'intelligence artificielle. C'est souvent confondu, mélangé, etc. Mais c'est important de vraiment aller dans le détail parce qu'il y a vraiment des avantages et des inconvénients sur chacune des techniques et des informations que l'on peut extraire de ces techniques qui sont extrêmement différentes. Vous allez avoir les techniques d'intelligence artificielle, pardon, j'ai effectivement bougé, dites non supervisées. C'est celles où vous allez plutôt prendre de la pièce conforme et uniquement de la pièce conforme. Vous allez générer un modèle d'intelligence artificielle qui, lui, va en déduire du coup ce qui ne l'est pas. Et donc vous allez pouvoir lui présenter n'importe quel défaut. Il va dire là il y a un truc. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas si c'est grave, il ne sait pas quelle dimension ça fait, etc. Mais il sait qu'il y a un truc et qu'on lui a expliqué que ça ne devait pas être là. Le problème, c'est que dans la vraie vie, une pièce industrielle, elle ne va pas être parfaite et systématiquement exactement la même. Et donc quand vous avez des pièces où vous allez avoir une texture, un rendu matière différent, potentiellement ces techniques-là, elles vont confondre le défaut et le rendu de la texture ou de la matière. Par contre, c'est vrai que l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de pièces défectueuses a priori pour pouvoir le mettre en service. Et ça c'est quand même un gros avantage. Mais vous avez les inconvénients de ne pas avoir la possibilité de faire la nuance entre ce qui est différent et ce qui est un défaut. Et donc c'est là où il faut réfléchir si effectivement votre cahier des charges de contrôle est compatible avec cette technique. À côté de ça, vous allez avoir les IA qu'on appelle supervisées, où là vous allez apprendre au système à reconnaître le défaut. Donc vous allez prendre la déchirure, vous allez prendre le cri qu'on verra tout à l'heure, et image par image, vous allez venir encadrer sur votre écran, sur une cinquantaine, une centaine, peut-être 200, 300 images en fonction de la nuance dont vous avez besoin dans la détection, de la finesse de détection, de la capacité du système, ce que vous attendez de la capacité du système à nuancer ce qui est du défaut et ce qui ne l'est pas. Et là, quand vous allez exécuter votre intelligence artificielle, elle va reconnaître formellement le défaut, elle va pouvoir le localiser.
Et vous allez même pouvoir, si dans la base de données, vous avez prévu aussi qu'elle puisse fonctionner à la fois sur un bouchon circulaire et ensuite sur un bouchon ovale avec une forme, une dimension différente, vous n'aurez pas besoin de rechanger votre modèle ou votre recette. Le système va pouvoir fonctionner également directement sans faire de modification de recette, ce qui n'est pas le cas ici puisque vous travaillez sur une comparaison. L'état de l'art aujourd'hui montre que si vous allez en plus sur des contraintes de détection et de fiabilité de l'algorithme très avancées, et c'est notamment le cas pour l'automobile par exemple, il est encore recommandé aujourd'hui de plutôt préférer ces types d'intelligence artificielle-là, qui ont une meilleure capacité de détection et de finesse d'analyse, forcément au détriment du travail de la base de données. Et donc, l'avantage ici, c'est vraiment de pouvoir travailler sans pièces défectueuses, ici. L'avantage ici, c'est de pouvoir faire de la détection fine, à condition qu'on ait les éléments défectueux, mais surtout de pouvoir faire de la traçabilité aussi derrière. Puisque quand vous avez plusieurs types de défauts différents, les deux systèmes vont vous dire vous avez 1% de rebut, mais le deuxième ici va vous pouvoir dire parmi ces 2% de rebut, vous avez 25% c'est de la déchirure et vous avez 30 ou 40% c'est un autre défaut, etc. Donc quand vous cherchez à mettre en place un défaut par intelligence artificielle, il faut avoir ces éléments-là en tête. Est-ce que je dispose ou pas de pièces conformes, non conformes? Quelles sont mes attentes? Est-ce que je veux connaître, identifier formellement le défaut, ou est-ce que je veux simplement savoir s'il y a un truc louche? Et est-ce que ma pièce va contenir intrinsèquement des éléments proches d'un défaut qui pour autant n'en sont pas? Alors, l'IA, ça a tendance à... L'objectif, c'est de pouvoir nous simplifier la vie. Ça ne nous empêche pas de devoir réfléchir toujours pour amener la bonne réponse à la question qu'on se pose. C'est un moyen de traitement d'image parmi tant d'autres. Et là, alors je reviens là, mais effectivement des méthodes paramétriques sur lesquelles dans certains cas, et quand on veut faire de l'analyse dimensionnelle, par exemple, ça va encore rester des techniques intéressantes à utiliser pour de la colorimétrie en particulier, de la mesure dimensionnelle, mais toujours sous réserve qu'on travaille dans un environnement très contrôlé. Donc peu de variations de couleurs liées au système, peu de variations de couleurs liées à la pièce quand on veut faire de l'analyse dimensionnelle. Donc pour pouvoir faire, je reviens sur ces techniques d'intelligence artificielle. Ce que ça implique, l'utilisation de l'IA supervisée, ça va être l'utilisation de deux outils différents. Donc le premier outil qui va être déjà l'outil de création. Dans ce cas-là, la création de l'intelligence artificielle est assez simple puisqu'on va simplement avoir besoin de générer une vingtaine, une trentaine d'images et on va simplement lancer un entraînement qui va nous générer un modèle. Lorsqu'on va venir travailler sur des IA supervisées, on va apprendre à nommer et à localiser le défaut, vous avez besoin d'un autre outil qui ne se traite pas sur ligne de production, qui va plutôt se travailler en back-office, sur lequel il va effectivement falloir prendre les images une par une pour pouvoir venir faire de l'annotation ou de l'étiquetage de ces types de défauts. Et donc, la mise en œuvre de ces IA, de ces deux IA différentes, sont effectivement à considérer sur des temps qui sont qui sont différents et donc à bien prendre en compte aussi au moment où vous voulez avancer sur un projet d'analyse d'image. Alors, je parle essentiellement ici de détection de défauts ou de colorimétrie. Évidemment, pour des applications de 3D, guidage robot, etc., la technologie derrière est la même. C'est la finalité de l'information que l'on va exploiter de façon différente pour la suite.
De notre côté, notamment sur AX Vision, on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ce soit totalement transparent, 2D, 3D, et quelles que soient les technologies à exploiter. Alors, un autre exemple de technologie, je m'arrête là-dessus, sur... pardon. Je projette par ici. Il faut que je sorte. Romain, il y a une question. Ouais. Bonjour, Pierre Rollier de la société Intercara. Nous, on met en place un système de contrôle vision avec de l'IA supervisée. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme retour d'expérience sur la fiabilisation du contrôle vision avec de l'IA supervisée, et notamment pour atteindre, comme ce que vous disiez, les 99,99999% de qualité? Combien de pièces, quelles conditions, etc. Est-ce que vous avez déjà mis ça en place? Alors ça dépend de la finesse. Donc effectivement, ça dépend de l'environnement. Donc votre pièce, est-ce qu'elle a un environnement complexe? Est-ce que le défaut il est complexe ou pas? Il y a un vrai enjeu là-dessus. Mais là où le levier, on le voit avec le retour d'expérience sur nos sujets, c'est avant tout se mettre d'accord avec ses collègues pour définir objectivement et de façon immuable ce qu'est un défaut ou pas. Les derniers pourcents de fiabilité sur de la base de données, généralement ça se joue là. On se rend compte quand vous êtes à plusieurs sur travailler sur le dataset, sur le jeu de données, très souvent on se rend compte que tout le monde n'a pas la même interprétation de ce qu'est le défaut ou pas. Et là il y a un vrai levier. Ensuite, une fois que tout le monde est d'accord sur ce qu'est ou pas un défaut, alors ça paraît trivial ce que je dis, mais c'est le cœur de l'ensemble de nos projets. Si ça c'est pas clair, l'IA fait ce qu'on lui demande, point. Ça révèle pas de grands mystères de l'univers. Surtout sur de l'analyse d'images comme ça va faire ce qu'on lui a appris à faire. L'autre élément, c'est effectivement de trouver des moyens, et on travaille vraiment beaucoup là-dessus pour faire en sorte de pouvoir créer une base de données d'entraînement la plus grande possible avec le minimum de données réelles. Et donc c'est comment est-ce que dans une certaine proportion on peut créer de la donnée synthétique si c'est disponible, et comment on fait bien attention de la qualifier et de la faire évoluer bien différemment dans le sens où ça s'approche vraiment de la réalité. On a vu dans certains cas des comportements de l'IA où le gain en performance amené par les données synthétiques se révélait pas si intéressant quand on passait en production avec les vraies pièces. Donc il y a un vrai enjeu à faire attention à ça. Et ensuite, quand il y a du supervisé, il n'y a rien qui remplace effectivement un minimum de vraies données. Donc si vous n'avez vraiment pas du tout la possibilité d'avoir de la vraie donnée, il y a une question à se poser. Il y a vraiment des questions. Vous avez identifié le nœud de votre problématique sur les dernières étapes, sur la finalité? Oui, nous on a identifié tous nos défauts. Il y a des défauts qui sont très complexes à identifier et tout simplement à voir à l'œil. Donc pour apprendre à l'IA ce que c'est un défaut. Et donc là, nous actuellement, on se pose la question de comment fiabiliser le système une fois qu'on le met en production. Donc pour le moment, on est toujours à l'état labo proto, en train de développer le système. Mais d'ici quelques semaines, on va mettre le système en production. Et on va commencer par un double contrôle à 100% des pièces. Et après, nous, on souhaite échelonner ça et savoir d'ici à peu près combien de temps, ou combien d'images pour chaque défaut. Est-ce qu'on peut arrêter cet échantillonnage à 100%, passer à 50, à 25 et puis passer juste à un échantillonnage sur un lot, quoi. C'est vrai que c'est difficile
mais il n'y a pas de règle établie qui dit pour ce type de défaut on a besoin de 100 images, etc. C'est effectivement extrêmement variable. La première chose quand même, c'est de s'assurer que d'un point de vue production de l'image, donc le système optique en tant que tel, est-ce qu'il est vraiment optimisé? Est-ce que lui permet de produire l'image la plus efficace à traiter? Toutes nos problématiques, intelligence artificielle ou pas, sur l'ensemble des systèmes de vision, passent dans un premier temps par là, s'assurer que on est en mesure de produire l'image qui va nous permettre d'aller avec un beau niveau de fiabilité, de mettre l'algorithme ou l'intelligence artificielle dans les bonnes conditions pour pouvoir faire son travail. Pareil, ça c'est un vrai retour d'expérience. Il vaut mieux travailler un peu plus longtemps sur le système optique et faire en sorte que ça fonctionne de façon plus efficace que de vouloir faire de l'apprentissage où vous allez multiplier tout de suite le volume de votre base de données pour pouvoir en tirer quelque chose, quoi. C'est effectivement ça. Et bien faire attention quand vous êtes en supervisé, il y a aussi l'enjeu de la nomenclature. Quand vous allez avoir plusieurs classes de défauts, bien faire attention que dans vos différentes classes, vous n'ayez pas de confusion possible. Donc, c'est-à-dire pas avoir de défauts qui s'appellent de façon différente, mais pour autant, les défauts sont très très similaires, parce que là, vous allez nécessairement amener de la confusion. Et à contrario, une classe qui s'appelle toujours de la même façon, et dedans, vous avez des défauts qui sont très très différents. Donc ça, c'est systématiquement où ça va perdre le modèle, et c'est là où vous allez devoir avoir des datasets extrêmement élevés, et ça devient vraiment exponentiel au bout d'un moment, et donc une perte en efficacité. Mais c'est un vrai enjeu pour nous, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, cette production de datasets, parce qu'une bonne partie de nos industriels ont pour contrainte de base de ne pas avoir de pièces défectueuses. Et pour autant, ils ont besoin des informations sur la traçabilité, et pour autant, ils ont besoin d'aller vite, et pour autant, ils ont besoin de pouvoir travailler sur du multi-référence sans refaire de changer les recettes, et pour autant, il y a une exhaustivité sur la pièce, donc il y a besoin d'IA supervisée, mais pour autant, il n'y a pas de pièce. Et c'est là où potentiellement les IA type générative peuvent amener quelque chose. Non pas sur la partie détection en tant que telle, mais plutôt sur la production de ce dataset. Encore une fois, on revient sur de la donnée synthétique, mais avec les précautions que ça amène. Bonjour. Une question, moi je voudrais juste savoir pour vos applications, comment vous choisissez la structure de votre réseau de neurones et qu'est-ce que vous assure que la structure que vous avez choisie est la meilleure? Donc nombre de couches, combien de neurones par couche et comment vous liez ces neurones entre eux? Voilà. Alors, merci. De façon très claire, c'est notre équipe R&D qui travaille de façon continue et indépendante de nos projets industriels, qui travaillent plutôt à long terme et qui font systématiquement du benchmark entre réseaux de neurones. Aujourd'hui, les réseaux de neurones qui sont produits sont largement accessibles, c'est vrai. Sur des réseaux de neurones de base. Ensuite, là où nous, on vient travailler, c'est sur le benchmark des différents réseaux. Et quand on identifie les plus appropriés, on va venir effectivement travailler de façon différente, soit directement sur le réseau de neurones, pour optimiser jusqu'à quelle couche on va venir faire l'entraînement, etc. Il y a ensuite des problématiques de temps d'entraînement, de coûts de serveur aussi d'entraînement. On est sur des contraintes industrielles, donc on sait que même si on le voulait, on n'est pas en mesure d'aller utiliser les réseaux de neurones sur l'ensemble de la profondeur de la couche, pour deux raisons principales. Le temps d'entraînement qui là est vraiment exponentiel, et donc attendre 5, 6, 10 jours le temps que le réseau sorte, ça paraît peu envisageable pour livrer une application industrielle. Et ensuite, c'est le temps d'inférence.
Malgré tout, même si vous prenez des réseaux de neurones plus performants, plus précis, vous l'entraînez de façon plus profonde, vous allez avoir des problématiques de temps d'inférence. Et sur nos problématiques industrielles, on est sur des temps de cycle où on va avoir entre 40 millisecondes. Et puis là où on a du temps, quand on a du temps, c'est quand on a une seconde. Et quand on a une seconde, c'est là on est content, on est bien. Mais sinon, on a quelques millisecondes. Donc, on benchmark, on intègre dans nos outils logiciels. On travaille sur des programmes d'innovation avec certains clients qu'on accompagne vraiment dans une démarche R&D. Mais ensuite, quand on met sur ligne de production, on se pose beaucoup moins ces questions-là. On vient ajuster effectivement la résolution avec laquelle on travaille, mais généralement on fait des apprentissages en couche superficielle. Et ensuite, on va travailler pour pouvoir, sur la base de données, etc., sur les techniques d'annotation, etc., sur la bonne sélection du bon réseau de neurones qui correspond bien à l'usage, pour pouvoir, avec un minimum de données, pouvoir délivrer quelque chose de fonctionnel sur ligne de production. Ouais. Mais c'est plutôt des problématiques R&D. Ouais. Merci. D'autres questions ? J'en ai une. On va essayer. Pas de risque. Donc, au niveau d'Aprex, beaucoup de contacts avec des PME. Donc, la même question que j'ai posée à l'intervenant tout à l'heure au niveau du CEA. Donc, pour toi, Romain, sur l'ensemble des projets sur lesquels vous avez pu travailler au niveau d'Aprex, est-ce que tu peux faire ressortir quelques points durs que vous avez dû un petit peu affronter, en tout cas ce que vous avez pu observer au niveau des entreprises qui ont essayé d'intégrer l'IA dans leur process? Est-ce que tu as certaines, soit des bonnes pratiques ou des pièges à éviter, par exemple? Déjà, il faut comprendre, on s'assure que nos clients comprennent bien, que l'IA, ça ne fait pas de magie. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, une fois que ça c'est compris, on peut rentrer dans le détail, et la première notion à comprendre, c'est que ce soit n'importe lequel des deux techniques, l'intelligence artificielle, ça reste une technique d'analyse qui repose essentiellement sur de la statistique. Donc qui dit statistique va dire possiblement des erreurs qu'on va plus facilement comprendre ou pas. Ça arrive parfois que sur les premières étapes, nos systèmes fonctionnent mieux sur des très petits détails et beaucoup moins bien sur ce qu'on peut appeler des éléphants, là, le nez au milieu de la figure. Et donc le cerveau humain parfois a du mal à saisir la façon dont le système va pouvoir fonctionner. L'autre élément qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, en termes d'analyse d'image, encore une fois, va faire ce qu'on lui demande. Donc si on ne lui demande pas bien, ça va faire pas bien. Si on lui demande pas clair, ça va faire pas clair. Voilà. Et donc une bonne partie de notre travail, c'est de mettre le doigt sur des éléments très concrets de ce que ça implique, ces grandes idées. Et c'est ça la pratique de l'intelligence artificielle. En fait, on parle beaucoup du réseau de neurones, de l'algorithmie, etc. C'est vrai que c'est un outil formidable, mais c'est pas si naturel que ça à porter dans le quotidien, dans les contraintes, notamment de la ligne de prod, puisque c'est ce qu'on est le mieux. Et ça requiert malgré tout un vrai savoir-faire. C'est pas parce qu'on utilise de l'IA qu'on amène le système et boum, ça marche, quoi. Loin de là. Donc c'est là où on est, nous, très vigilants. Donc c'est pas magique, je suis déçu. On est sur un salon industriel, hein, je pense. C'est vrai. La magie, ça n'existe pas. Ouais. Non, mais c'est vrai. D'autres questions? Oui, derrière toi, regarde. Derrière moi. Ah, voilà, j'en étais sûr. Oui, j'ai juste une petite question par rapport à votre modèle de détection d'anomalies. Est-ce qu'il est en temps réel?
Et est-ce que vous faites de la prévision après la détection des anomalies? Alors, tous les systèmes que l'on met sur ligne de production, ils sont en temps réel au sens où on délivre un résultat quasiment instantanément à l'échelle de, je vous dis, de la seconde. En fait, c'est le temps de contrôle entre deux pièces. Donc, effectivement, on peut être même sur des contrôles en continu. On travaille dans le textile ou dans de la tréfilerie, où on contrôle 100% des surfaces. Donc c'est là où on fait du contrôle, même si c'est un contrôle qui prend 400 millisecondes ou 40 millisecondes, effectivement on contrôle 100% du produit et ça donne le résultat en temps réel. Oui. Et ensuite vous parliez de prédiction ? Oui, prévision de défaillance. Par exemple, s'il connaît, il sait déjà qu'il y a déjà des défauts sur des pièces. Est-ce que si une pièce fonctionne, avec le temps, il peut dire, voilà, elle peut avoir une défaillance à telle période, quoi. Alors, vous faites plutôt référence à l'utilisation de cette technologie-là pour de la maintenance prédictive. Oui. Nos systèmes, en fait, on leur demande simplement de détecter, simplement, c'est déjà bien compliqué, souvent bien compliqué, mais de détecter les défauts présents sur une image. Et c'est tout. Ensuite, effectivement, on peut nourrir le genre de système que vous évoquez. Donc des ERP, des SCADA, etc., qui, eux, vont faire ce big data, etc., et exploiter les données pour pouvoir faire le lien. Et c'est là où l'IA supervisée reste intéressante, parce que quand vous avez des éléments de traçabilité qui vous disent là j'ai une déchirure, là j'ai un point noir, que sais-je, c'est des éléments que l'on peut remonter aux outils de pilotage, et donc vous savez que vous avez 20%, parmi vos 2% de vue, vous avez 20% de déchirure, etc. Et donc c'est là, et on l'a vu chez les clients plasturgistes, qui petit à petit ont fait baisser leur taux de rebut parce que entre la déchirure, entre le trop matière, entre le manque matière, etc., ça leur permettait de remonter aux différents endroits dans leur ligne de production où le défaut se localisait avec de l'optimisation de process, etc., et qui permet de faire redescendre les rebuts. Mais on ne peut pas prédire ce qui va se passer, effectivement. De toute façon, mon analyse, tout ce qu'on appelle prédictif, c'est effectivement plutôt statistique. On sait ce qui s'est passé, on a compris la façon dont ça allait se passer, et donc on peut dire que ça va se passer si on a tel élément. Oui. C'est pas vraiment la même chose qu'une boule de cristal. Ouais. Okay. Merci. Allez, encore 2 minutes, 3 minutes pour des questions. Allez-y, allez-y. Je suis sûr que vous en avez. Aucune. Alors, le monsieur a dit peut-être, mais je suis sûr que peut-être. Du coup, pour revenir un peu à ce que disait mon collègue par rapport à la fiabilisation de la détection de défauts, vous avez donné 2 conseils. Le premier, c'est fiabiliser on va dire le hardware, le setup. Alors, ouais, et le deuxième, c'est de voir si générer des défauts de manière artificielle, c'est bon ou pas. Est-ce que vous avez d'autres conseils en plus? Oui. Ça, c'est des choses qu'on arrive à appliquer chez nous. Après, le réseau de neurones avec lequel vous travaillez. Est-ce que le réseau de neurones que vous avez sélectionné est le plus approprié? Là, on rentre vraiment un peu plus dans de la data science. Il y a quand même une évolution assez rapide et on se rend compte que tous les réseaux de neurones qui peuvent sortir, même si c'est le réseau de neurones qui crache tout le monde partout sur le dernier benchmark à la mode, c'est pas forcément celui-là qui va être le plus intéressant sur le sujet qui nous intéresse. Et nous, on est très vigilants à ça. Alors, effectivement, on se fie aux benchmarks internationaux et surtout issus de la recherche. Mais on a nos séries de datasets sur lesquels on va venir tester et on va regarder des éléments comme si je divise par 2 mon dataset, quelle performance est-ce que j'ai? Si je réduis mon SNR, donc le signal to noise ratio, qu'est-ce que j'ai comme performance, etc. Pour vraiment comprendre là où le réseau neurone va vraiment fonctionner. Mais pour rentrer plus dans le détail, je prendrai quelques images et puis on regarde. Ça peut être intéressant, oui. Merci. Pas d'autres questions?
Non, alors j'en ai la dernière, hein, puis après on va attaquer la suite. Comme à l'intervenant précédent, Romain, l'IA, Visio IA, Convergence IO Visia, et dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, comment tu vois l'évolution de cette convergence et des nouvelles applications et des nouveaux algorithmes et de toute cette technologie? Comment toi tu la vois évoluer? Alors, ça va évoluer, c'est sûr, mais l'IA, il y a effectivement une certaine forme de rupture technologique, mais il faut l'inscrire dans une continuité où la puissance informatique augmente, où l'algorithmie augmente, etc. L'IA, c'est la suite des algorithmes que l'on a connus. Ça permet de faire plus simplement des tâches qui étaient extrêmement complexes avec de l'algorithmie standard, on va dire. Donc, c'est vraiment une continuité. J'ai du mal à percevoir, vraiment, ça va nous changer le monde, la vie, les soucoupes volantes, etc. Je pense que c'est pas ça l'enjeu. Par contre, effectivement, c'est un moyen qui est extrêmement bon, et nous on le voit dans nos applications. Les applications que l'on délivre, aujourd'hui on a quand même quasiment 80% de nos applications qui sont basées au moins sur ces deux techniques d'intelligence artificielle. Parce que soit on a un levier de simplicité, donc on pourrait le faire avec des méthodes standards, mais c'est beaucoup plus simple à mettre en place avec de l'IA, soit parce que tout simplement les techniques standards, ça s'arrête là, quoi. Et je pense que c'est ça qui va continuer à évoluer. On voit, nous, depuis quasiment un an, en termes de performance sur les réseaux de neurones liés à la détection, maintenant les gains en temps de calcul, les gains en capacité de détection, les gains en nécessité d'image, tu vois, il commence à y avoir une sorte d'inflexion. Ouais. À voir et ce que vont pouvoir générer les IA génératives, justement. Qu'est-ce que ça va amener comme levier supplémentaire sur les IA de détection et de reconnaissance? C'est pas encore clair. Mais on a, nous, identifié déjà le levier sur la partie production d'images, et on voit bien qu'en fait, c'est une technologie complémentaire qui va venir nourrir la première, donc de détection. Et ouais, effectivement, ce que ça va donner va être intéressant. Ben merci. Donc c'est vrai que Ulysse est parti puisqu'il avait un autre rendez-vous, mais lui effectivement travaille sur les IA génératives et les prochaines IA de nouvelle génération assez complexes. Bien sûr, c'est le CE1, ils ont des applications particulières, mais ça aurait été intéressant. Dommage, il est parti. Ben, en tout cas, merci. S'il n'y a plus d'autres questions, merci beaucoup Romain pour cette intervention. Mais de toute façon, on va poursuivre avec Aprex.